Salut à tous, c'est Envergure. On est de retour pour parler de ces portraits de draftés. C'est notre nouveau format de podcast que vous avez peut-être découvert. Vous pouvez revenir en arrière sur notre site ou bien sur Ocha ou sur votre plateforme préférée. Les portraits de draftés, c'est en 30 minutes le portrait d'un joueur dont on va parler très probablement au mois de juin, dont le nom va être appelé par Adam Silver pour rejoindre la Grande Ligue. Ce soir, on parle de Mark Williams, des longs bras dans la raquette des Duke Blue Devils, une des équipes clairement les plus en vue de cette saison NCAA, avec un effectif pléthorique, et lui donc dans la raquette qui contre tout ce qui bouge. Est-ce qu'il a le potentiel pour aller en NBA et pour y faire carrière? Pour y répondre, 3 personnes, mais d'abord le spécialiste de la conférence ACC où évolue Duke, c'est Steve. Salut Steve. Salut les gars. Accompagné pour l'analyse de Ben et de Hugues. Messieurs. Salut. Salut à tous. Mark Williams, il est long, il est très très long. Le podcast, lui, ne durera que 30 minutes. C'est parti. Alors, on vous y est habitué, ces portraits de draftés se composent en 2 parties, sont composés de 2 parties, c'est-à-dire que d'abord, on va vous faire une carte d'identité assez sommaire, mais pour que vous sachiez ce qu'il y a à savoir de plus important sur le joueur. Et puis dans la deuxième partie, on va essayer de se projeter un petit peu, d'évaluer la projection du joueur dans ses premières années NBA, peut-être dans la suite de sa carrière aussi. Et puis, je poserai des questions aux 3 spécialistes juste en regardant la ligne de stats, voilà, comme n'importe qui pourrait le faire en regardant juste les stats sans regarder les matchs, et en leur disant tiens, comment ça se fait que… Voilà, ça sera la deuxième partie. Pour l'instant, la première partie, on commence à s'intéresser à l'homme, ensuite on va parler de son corps et ensuite on va parler de ses qualités. Et donc pour débuter, on va parler de l'homme, son parcours. Qui est Mark Williams? C'est à toi Steve. Donc Mark Williams, c'est pivot sophomore des Blue Devils de Duke. Il est né le 16 décembre 2001 à Norfolk, en Virginie. Il fait 3 années de high school dans sa ville d'origine, à Norfolk Academy. Il finit son lycée en prep school à AMG Academy, en Floride. C'est un joueur assez coté, 5 étoiles, chez 247 Sports, des 5e pivots de sa génération chez ESPN. Comité à Duke, il fait une saison de freshman en 2 parties. Première partie où il ne joue pas. Départ ensuite de Jalen Johnson, il se retrouve à avoir beaucoup de temps de jeu. Et cette saison, ça doit être la saison de la confirmation pour lui. Du côté de la famille, il a un père qui est docteur. Il est donc probablement issu d'un milieu plutôt favorisé avec un capital culturel important. Sa sœur aînée, Elizabeth Williams, est joueuse WNBA. Elle était aussi à Duke. Elle a fait son cursus complet là-bas. Et elle joue en Europe aussi au Fenerbahçe. Et dernière chose, il est d'origine nigériane. Son deuxième nom de famille, c'est Oluwafemi, donc comme énormément de pivots NBA. Ouais, c'est clair que les pivots nigérians, c'est quelque chose qui est devenu courant. Il y en a au moins 1 ou 2 par draft, par QV ces dernières années. Très bien, très complet, très clair pour le portrait de l'homme qui est donc titulaire, tu l'as dit, pour cette saison sophomore à Duke, entouré, on peut le préciser avant de passer à la suite, entouré de au moins 3 ou 4 joueurs qui sont prévus au premier tour de la draft. Potentiellement 5 joueurs à Duke qui peuvent être au premier tour. Parlons du corps de Mark Williams. Et là, je vais demander à Ben de prendre la parole. Ben, à quoi il ressemble? On a un beau spécimen de pivot ici, à la vieille école un peu. Donc, il fait Mark Williams en européen, il fait 2,13 m à 110 kg avec une envergure de 2,31 m, ce qui est énorme, et un standing reach. Comment est-ce qu'on dit un standing reach en français? Je crois que ça se dit pas. C'est 2,94 m. Ça, en américain, ça veut dire 7 pieds, 242 livres, une envergure de 7 pieds 7.
et un standing reach de 9 pieds 8. Juste pour attends, pour expliquer, standing reach, ça veut dire quand tu es debout les bras levés. Donc debout les bras levés, il arrive à 2,94, donc à 11 cm du cercle. Et dans l'histoire des mesurements de la Combine pré-draft, il y a seulement qu'un seul joueur qui a mesuré plus grand que lui et un seul qui a mesuré autant que lui en standing reach. Seriez-vous capable de me les nommer? Taco Fall, Rudy Gobert. Taco Fall est le premier. Rudy Gobert n'est pas le deuxième. Le deuxième, tenez-vous bien, j'ai trouvé ça très marrant. Il s'agit de Pavel Podzolkin, qui avait été drafté en 2004 par le Jazz de Utah, qui avait joué 2 saisons à Dallas, qui ne savait absolument pas bouger. Ce qui n'est pas le cas de Mark Williams. C'est un gars qui bouge vraiment très bien dans l'espace, qui est léger sur les appuis, qui est capable de couvrir beaucoup de terrain parce qu'il est vraiment très long, ce qui compense un peu pour son manque de vitesse. C'est pas un gars qui est très, très explosif, mais il compense en mettant les bras dans les airs, en gâchant la vue des joueurs qui sont plus petits. C'est le joueur qui est à peu près idéal pour jouer ce qu'on appelle en drop coverage en NBA. Je crois qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de tirs bloqués comme ça. En termes de switchabilité, j'ai mes doutes. Je crois que les ailiers un peu à la forme Paul George et compagnie vont bouffer contre lui, surtout en playoff. Mais ce qui me fait penser un peu aux limites de son rôle en NBA, mais c'est un beau bébé. Il est long, il est musculeux, il est fort et il bouge bien. Donc, avec Duke, on lui demande surtout de couvrir le poste boss qu'il fait à merveille. Mais c'est ça, couvrir le périmètre. Je ne sais pas en NBA si l'adaptation. On y viendra plus tard, en tout cas pour le corps, on l'a bien compris, des mensurations exceptionnelles au niveau de la longueur, avec une mobilité plus intéressante que les prospects qui ont cette longueur d'habitude, pour résumer. Hugues, au niveau du jeu, qu'est-ce qui fait assez bien pour la NBA aujourd'hui, puisque c'est la 3e partie de cette carte d'identité. C'est toi qui vas nous décrire un peu voilà, son CV, quel CV il donne quand il va arriver à la draft. Je crois que Ben, en décrivant le physique, a assez bien expliqué en fait aux gens ce qu'on va avoir. C'est qu'on va avoir un pivot assez classique, assez traditionnel, qui va être un vrai protecteur de cercle parce qu'il va être très grand et qui va avoir quand même une certaine mobilité, qui va surtout exister, comme il l'a dit, dans du drop, donc il va rester plutôt bas, il va accueillir les porteurs de balles adverses et il va les écraser contre la planche. C'est un joueur qui est assez puissant pour encaisser du contact, il faudra quand même le développer. Ça c'est pour la défense, il a des bras très très longs comme Ben l'a expliqué, et du coup il va pouvoir aussi casser des lignes de passe, ça va vraiment être une encre défensive dans une défense NBA. Et puis de l'autre côté du terrain, c'est un joueur qui va, on va en reparler après tes écrans, mais il va poser des écrans et puis surtout il comprend bien le jeu, donc il va passer, il va rouler, il va se rendre disponible, amener de l'agressivité près du panier et on espère à terme écarter un peu plus son jeu, même s'il y a une certaine régression par rapport à ce secteur depuis l'an dernier. Parfait, voilà la carte d'identité de notre ami Mark Williams. Steve, je vais commencer par une question spécifiquement pour toi, mais est-ce que toi qui nous disais dans la présentation fin de saison dernière, il avait commencé à se montrer, là il confirme cette saison. Est-ce que ça se confirme aussi dans les attitudes? Est-ce que c'est plus un leader? Est-ce que c'est quelqu'un qui mène par l'exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus conscient de son rôle et qui fait tout ça silencieusement? Comment il se comporte sur le terrain? Plutôt un gars discret, effectivement plus dans son rôle. Il a pas l'air énormément vocal. Il se contente vraiment de faire ce qu'on lui a demandé. Il est pas hyper expressif sur un terrain. C'est-à-dire que c'est pas le joueur qui, justement, quand il va mettre un compte, ce qui lui arrive régulièrement souvent, va se mettre à flex, ce genre de choses. Il a l'air très très focus sur ce qu'il fait et ça a l'air d'être un garçon plutôt introverti. En tout cas, sur le terrain, c'est pas un garçon hyper expansif. Voilà.
Est-ce que tu as entendu déjà des interviews ou pas? Je pose la question aussi à Ben qui aime bien. Je ne sais pas si tu as eu le temps, Ben, de regarder des Un interviews peu, de Mark puis Williams. je veux dire, ça donne un peu le miroir de ce que Steve parlait d'un milieu un peu privilégié. C'est-à-dire qu'il est très bien entraîné, il est média savvy, puis il dit pas vraiment grand-chose d'intéressant. Oui, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Hugues, Juste un joueur qui se comparait, qui se projetait comme un Wendell Carter Jr., qui n'était pas non plus un joueur très très expressif. Donc voilà, on a ce style-là, là, très académique dans le jeu et sur un terrain et un relais du coach comme ça, très peu expressif. oui, il y a déjà suffisamment de joueurs expressifs dans cette équipe avec des fortes personnalités pour que lui ne vienne pas gâcher tout ça, ce qui peut en faire aussi un bon joueur de complément en NBA derrière des leaders. Ma question principale étant, puisque c'est sa force, puisque c'est sur ça qu'on va le juger, il est classé où par rapport aux autres pivots hors Jalen Duren et Chet Holmgren, enfin hors top 10, top 10-15 de la draft? Est-ce que c'est lui le premier de votre longue liste de pivots protecteurs de cercle qui va être candidat cette année? Comment il se classe par rapport aux autres et pourquoi Hugues ou Ben? Vous pouvez y aller. Vas-y, Hugues. Ouais, alors dans ma liste, si je sors de Jalen Duren, je crois que je vais l'avoir quatrième. Je l'ai mis derrière John Butler que j'ai en loterie. Je l'ai mis derrière notre ami Moussa Diabaté le français. Et je l'ai mis dans une pure objectivité évidemment derrière Jonathan Tchamwa-Tchatchoua. C'est pas défensivement que je vais le descendre parce que je pense que ça peut être un des meilleurs protecteurs de cercle de cette QV. C'est plus dans son apport offensif et dans ce que je vais attendre d'un pivot NBA. Et lui, en attaque, et il a pas à faire grand chose, mais ce qu'il a à faire, il le fait pas bien d'après moi. Donc c'est pour ça que je le baisse beaucoup par rapport à mes autres pivots. C'est quoi qui fait pas bien pour aller là pour continuer? Poser des écrans. C'est un très 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 mauvais poseur d'écran, je trouve. Disons que en deuxième année, avec ce corps, cette puissance et ce développement physique qu'il a, ne pas être capable de créer un décalage par rapport sur le défenseur en écrasant le défenseur du porteur de balle, ça me pose problème. Alors il fait très bien ce qu'on appelle le slip roll, donc vraiment rouler au panier sans directement. Il va très vite au cercle comme ça, et du coup il crée jamais de contact, il crée jamais de décalage, et en fait il sert pas à grand chose du coup en attaque. Steve, est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu trouves que c'est un peu dur? C'est aussi la faute des gardes qui sont... C'est difficile à Duke puisque les porteurs de ballon ne sont pas des vrais meneurs. Il n'y a pas de vrais meneurs habitués à jouer le pick and roll. Et je suis assez d'accord avec Hugues. C'est aussi peut-être effectivement la question des choix qui sont faits sur les formes de jeu en attaque, où Duke, même sans Mark Williams, ne joue pas forcément beaucoup de pick and roll. Après, c'est vrai qu'il est toujours quasiment sur des écrans slippés. Moi aussi, ça me pose problème. Hugues parlait aussi de développement musculaire. Ce qu'on n'a pas forcément dit quand on a parlé de son corps, c'est qu'il a énormément pris entre sa première et sa deuxième année sur le haut du corps. Donc autant l'année dernière, il était peut-être encore un peu fin pour avoir confiance sur ses poses d'écran, autant cette saison, il a vraiment pris au niveau des épaules. Et il devrait être capable, effectivement, comme dit Hugues, d'aller impacter les défenseurs sur porteur de balle pour créer vraiment des situations de 2 contre 1 temporaires sur des situations de pick and roll. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il les pose pas et c'est aussi peut-être des choix de coaching. Voilà, ça, c'est là l'intérêt de voir les joueurs sous d'autres contextes. Exactement. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Mark Williams dans d'autres Pas contextes? personne. Moi, non. Non, mais c'est pas facile à trouver. Moi non plus. Mais ça sera intéressant à voir. Effectivement, Ben, on reste sur l'attaque. On passera à la défense, qui est on peut le dire, son point fort ensuite, sur le côté défensif. Offensivement, on dit qu'il slip beaucoup les écrans. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a le ballon en main, quand on lui donne le ballon? Est-ce qu'il fait les choses bien? Parce que Hugues disait il pose pas bien les écrans, mais on peut aussi l'imaginer en ce que doit faire parfois Kevon Looney, par exemple, du côté de Golden State, à jouer des 4 contre 3 parce que y a un très bon shooter à qui il a posé un écran juste avant ou qui a slippé l'écran, quoi. C'est un rollman qui est quand même assez imposant, là. Je crois qu'il y a une finition, je crois, si je ne m'abuse, de 67% au panier, puis c'est à peu près la totalité de ces paniers-là
C'est la totalité des paniers qu'il prend. C'est à peu près ça que Mark Williams fait. C'est pas un shooter incroyable à la ligne des lancers francs. Je crois qu'il est à 65% cette année. Il y a eu une amélioration là-dessus, mais ce ne sera jamais un shooter en situation de match. Pas un mauvais passeur, ça c'est intéressant. Pas un mauvais passeur du tout. Il est calme avec le ballon. Même lors des prises à deux, il est capable de prendre le ballon en main et réfléchir. Donc ça, je déteste pas ça. Mais on sait ce qu'on achète avec ce joueur-là. On sait ce qu'on achète. On achète un rim roller, on achète un joueur qui n'est pas un produit fini, puis qui va servir à un dessin vraiment très, très précis. Hugues, tu faisais remarquer dans le chat de ce podcast qu'il avait baissé son volume de mid-range. Est-ce qu'il peut faire autre chose que simplement faire du rim run, comme on dit ? Bah, c'est ça le truc, c'est que l'an dernier, en fait, j'avais de gros espoirs pour lui parce que plus la saison allait avancer et plus je le voyais dans une situation de rôle ou bien dans une zone, être capable d'attraper le ballon et tout simplement de mettre un petit tir à mi-distance depuis la ligne des lancers francs. Il avait une efficacité assez correcte, il était à 35% sur ce secteur-là, c'était à peu près un quart de ses tirs, et cette année, il n'en prend plus du tout. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le système, comme le disait Steve, ou est-ce que c'est pas en confiance, et du coup, il n'y a pas d'efficacité. 4 sur 13 sur les 2 points longs cette saison. C'est ça. Donc ça fait pas beaucoup, quoi. J'ai pas le chiffre de l'an dernier, mais voilà, il y avait quand même beaucoup plus de tirs. C'est un des premiers trucs que j'avais noté avec la passe, comme le disait Ben. Et il y en a pas. Et un mec qui progresse pas là-dessus, qui prend pas plus en confiance, ça peut me gêner, ça peut le baisser. Donc voilà, à surveiller. Mais pour tout ce que dit Ben au niveau du cercle, c'est un mec qui a 75% près du panier, ce qui est très bien, sans être élite par rapport aux intérieurs, mais c'est quand même déjà très très bien. Alors j'ai 72 chez Bart Torvik, mais parfois ils ont un match de retard dans les stats, mais 72% ça reste très très bien. J'ai une question pour Steve. 26% de free throw rate, de taux de lancer franc, pour un joueur de ce calibre, de ces dimensions-là, je trouve ça très faible. Est-ce que c'est un joueur qui rechigne au contact ? C'est pas son point fort. Je pense qu'il est un peu soft. Il manque de dureté. Il manque un peu de dureté. Effectivement, normalement, c'est à peu près 50, je pense, pour les joueurs de son profil. Et il va pas assez sur la ligne. Ça fait partie aussi de ses défauts. C'est aussi peut-être pour ça qu'il pose pas beaucoup d'écran aussi. Voilà, il y a ce rapport au contact qui est pas forcément optimal chez lui. Parce que voilà. Et puis juste pour revenir sur le tir, moi personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il sera pas capable de s'écarter. Par contre, voilà, il sera intéressant sur du lob, sur des rim run, mais je ne vois pas du tout s'écarter en attaque. Parce que il a 15% de contre, donc les gens pourraient se dire ces contres-là, ça veut dire qu'il aime le contact. Mais quand on regarde les matchs, c'est souvent du second rideau ou du je laisse passer le mec pour utiliser mes immenses bras et le surprendre contre la planche, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas. En fait, il est suffisamment grand, long, encore plus en SEC où il n'y a pas beaucoup de pivots de 7 pieds pour pouvoir contrer sans forcément aller justement sur du contact, sans être hyper agressif sur le contact. Et c'est pareil en attaque, sur les situations de lob, on le touche même pas quasiment. Donc en fait, il n'est pas en train d'écraser des dunks sur les mecs, juste il est beaucoup plus grand en fait. Donc c'est pour ça l'adaptation NBA là, c'est des vraies questions à se poser. C'est ça. Ben, est-ce que on a beaucoup d'exemples de joueurs qui savent faire que du rim run, vraiment que du rim run, qui shoot à moins de 70% en lancer franc, aussi long soit-il? J'en ai un qui me vient en tête tout de suite. Je trouve que Mark Williams lui ressemble, mais un peu plus soft, et c'est DeAndre Jordan. Avec lui, on achète une émule bon marché de DeAndre Jordan. Peut-être physiquement plus intéressant vu la longueur, peut-être plus coachable, mais il manque un petit peu des crocs d'un DeAndre Jordan, par exemple. Un peu de la méchanceté du gars. Ça va peut-être lui venir avant, mais c'est à peu près ce style de joueur. On a Mitchell Robinson qui ne sait absolument pas mettre d'écran, mais qui lui a des crocs aussi à New York, qui fait un très bon boulot, somme toute, malgré ses limitations. Qu'est-ce que vous... Ah ouais, pour casser les joueurs, il est fort, lui.
Qu'est-ce que vous pensez de ces comparaisons, messieurs Steve et Hugues? Vas-y, Hugues. Ok. Oui, il est moins, effectivement, au niveau de la mentalité, il est beaucoup moins agressif, moins dur que DeAndre Jordan. Après, sur le rôle qu'on veut lui accorder, effectivement, je le vois dans ce style de rôle, clairement. Après, je le pense quand même un peu plus fin dans la compréhension du jeu que DeAndre Jordan. Je le pense un peu plus passeur. Je pense qu'il peut quand même mieux utiliser la balle. Il est beaucoup utilisé sur des situations de corne, donc il touche les ballons au niveau des coudes. Il est capable de créer de la continuité quand même. Il est capable de jouer derrière sur du main à main. Il est capable de donner une bonne passe pour un joueur qui va couper backdoor, par exemple. Ce que ferait pas forcément un mec comme DeAndre Jordan. Mais ouais, un DeAndre Jordan un peu moins méchant et peut-être un peu plus coachable, un peu plus fin. Voilà. Un peu moins athlétique aussi quand même. Ouais. Mais un peu plus intelligent. Ouais. Alors j'ai une question. On parle de sa protection de cercle. C'est vraiment une question qui m'est venue en regardant du film. Qu'est-ce qui fait de lui un meilleur protecteur de cercle que d'autres dans cette draft et à son poste? C'est d'où ma question de base avec la comparaison des autres, des Moussa Diabaté, des John Butler. Hugues, toi tu le classes derrière. Pourquoi? Est-ce que défensivement, pour toi, il va être aussi moins bon que les deux que j'ai précédemment cités, Moussa Diabaté, John Butler ou même Jalen Duren? On parle d'un joueur que vous avez tous décrit et qui le montre cette saison, très très efficace en drop. Je rappelle le chiffre qui est vraiment très impressionnant, 15% de tirs adverses bloqués quand il est sur le terrain. Non, je pense qu'il sera plus efficace que John Butler, qui est un profil monté très fin et qui adore switcher sur les petits. C'est un pivot qui défend comme un meneur. Donc un cas très, très particulier. Pour moi, ce que Mark Williams fait très très bien, comme tu le dis dans la drop, c'est qu'il va orienter d'un seul côté. Et j'aime bien, peut-être plus que Ben, sa mobilité latérale pour accompagner du coup son porteur extérieur jusqu'au panier. Et surtout, ce que je value énormément chez un protecteur de cercle comme lui, c'est qu'il est capable de changer de main pour contester le tir. Je m'explique. Imaginons, il a le bras droit pour contester un lay-up, il voit que l'attaquant change de direction et va partir sur son côté gauche, et ben tout de suite il va changer de bras, il va mettre la main gauche pour contester, bloquer ou en tout cas changer la direction, tout ça sans faire de faute en restant très très vertical. Et il a vraiment un sens du timing défensif et un sens de l'anticipation et de la compréhension très très impressionnant pour son âge et pour son profil. Je valide cette observation. J'ai aussi remarqué qu'il savait contrer des deux mains, ce qui est extrêmement rare, ce que nous disait d'ailleurs J.C. Pratt dans un des premiers Planet Draft. Ils essayaient de faire contrer Ismaël Kamagaté des deux mains et c'est pas quelque chose de naturel. Chez beaucoup de joueurs, c'est même impossible et lui, Mark Williams peut le faire. Plus souvent main droite, mais je l'ai vu faire des contres avec sa main gauche. J'aime aussi bien, parce que vous en pensez, le fait qu'il puisse tourner les hanches. C'est-à-dire que parfois, effectivement, il est en retard. Il a des hanches un peu hautes, donc il se fait crosser. Mais il se retourne assez bien. En tout cas, il est rarement en retard, à voir si en NBA, le retard qui ici, en SEC, va se concrétiser par un lay-up, va pas se transformer en dunk, qui est beaucoup moins contrable, justement. On va passer à sa projection année 1-2 en NBA, parce que pour les... Déjà, vous l'avez où dans vos classements? Je sais pas, Steve, si tu tiens un big board ou pas, mais Hugues nous parlait de fin de premier tour. Ben aussi, tu l'as fin de premier tour? 23, 24e, je crois. Ouais, Steve? Moi, je ne tiens pas de big board parce que je vois pas assez de matchs de conférence. Voilà. C'est pas forcément Je peux difficilement le situer, ou alors sur une idée de draft moyenne, quoi. Ouais. Et donc tu le placerais aussi dans ces eaux-là par rapport à ce qui se trouve en NBA aujourd'hui entre 20 et 30, ouais. Du coup, entre 20 et 30, ça veut dire qu'il faut qu'il soit assez efficace assez rapidement. En tout cas, c'est souvent ce qu'on demande aux joueurs draftés dans ces eaux-là, entre 20 et 40. Soit tu es efficace rapidement, soit tu dégages assez vite de l'effectif. Est-ce qu'il peut l'être? Je commence par Ben. Ben, écoutez, moi, je vais vous faire un hot take, là. Tous les joueurs de la NBA vont essayer de le défoncer au contact l'année prochaine. Je crois qu'il va avoir beaucoup de difficultés à s'adapter dans ses premières années. Je crois qu'il devra prendre beaucoup de dureté, beaucoup rapidement, parce que ce genre
de spécimens physiques-là. Tout le monde s'essaie dessus, Ouais. et spécialement les pivots. Là. Vous allez voir Joel Embiid essayer de le défoncer avec ses épaules. Je crois que ça va être au départ un pivot qui va, ce qu'on appelle un change of pace guy, un peu à la Boban Marjanovic. Là, quand rien fonctionne, on l'envoie sur le terrain pour changer le rythme et la géométrie d'un match, peut-être 5 à 10 minutes par match. Mais je crois qu'il peut croître dans un rôle à partir de ça. Très bien, Ben. Hugues, même question, même constat ou pas? Ouais, je rejoins Ben, c'est un peu mon maître là-dessus. Comme il dit, je pense qu'il va jouer 8-10 minutes de temps en temps pour casser. Moi, je le compare pas mal à Tony Bradley, donc c'est pareil, tu vas casser du rythme grand, protéger quand ton small ball il fonctionne pas. Et pareil, il va se faire assez écraser au contact au début, mais Tony Bradley, il sait mettre des écrans. Attends, il y a de la viande quand même, Tony. ah oui, Tony Bradley, il sait mettre des écrans, il fait tout le temps faute offensive, mais au moins il fait mal à l'adversaire et ça me va. Puisqu'il est dans mon équipe, je prends. Mais voilà, c'est un gars qui va mettre un petit peu de temps. De toute façon, les pivots, on sait que c'est plus long, mais qui a un physique pour pouvoir jouer quand même. Tu vois, tu disais en 20-30 des pivots pour des équipes fonctionnelles. Notre ami Deron Sharp l'an dernier, pris par Brooklyn. Bon bah voilà, peut-être ce genre de profil là pour lui, ce genre de rôle là, très limité mais qui peut rentrer. Ah, intéressant ça, Steve, toi qui étais déjà sur l'ICC l'année dernière, par rapport à un Day'Ron Sharp, comment tu le situes défensivement par rapport à l'impact qu'il pourrait avoir à court terme dans une ligue plus physique? C'est pas du tout les mêmes joueurs. Sharp, il est beaucoup plus trapu, ramassé. Et vu justement le contact, au contraire, il était hyper à l'aise avec ça. Je pense que Williams, ça va être une adaptation plus longue, donc effectivement, ça va être plus de temps, mais que peut-être qu'il sera plus efficace sur le long terme que Deron Sharp. Voilà. Mais toi, Moins sa longueur, sa mobilité. Oui. ce qui m'intéressait aussi, tu disais tu crois pas au tir. Est-ce que c'est une question de mécanique ou c'est vraiment une question de je regarde les résultats et ça n'évolue pas quoi, comme Hugues en parlait au niveau des tentatives de long de points? Non, c'est la mécanique, c'est les deux en fait. J'ai envie de te dire, c'est les deux. C'est effectivement le fait qu'il tire pas, déjà, c'est toujours mauvais signe. Puis quand il tire, et notamment au lancer franc, il est mauvais. La gestion est pas bonne, il a les pieds dans le ciment, le tir est plat, il n'a pas du tout une mécanique très performante. Donc je pense qu'il va pas énormément développer ça. Peut-être que les franchises qui vont le drafter justement assez haut vont essayer de le développer, mais en tout cas, personnellement, je pense pas que ce soit une arme sur laquelle il va pouvoir compter dans les années à venir. Ouais. Ben, non plus. J'y crois pas du tout au tir. Je crois que ce genre de joueur-là, on achète pour certaines raisons. Puis je crois que si on le voit en train de pratiquer son tir, mettons, je sais pas, à Utah, on va lui taper sur les doigts. Là. On va lui dire pratique à bloquer des tirs à la place. Là. On veut pas que tu les prennes, on veut que tu les bloques. Fun fact d'ailleurs, Utah qui avait drafté Tony Bradley. Oui. Et Kelena et Udoka Azubuike. Oui. Kelena Azubuike, les anciens. C'est une de mes grosses surprises de la draft, ce qui me fait croire que leur scouting est parti avec Walt Perrin lorsque Walt est venu rejoindre les Knicks. Azubuike, lui aussi nigérian, comme Mark Williams est d'origine nigériane, nous a dit Steve. Bien sûr, toutes les connexions sont là. Azubuike qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, on espère que ce sera mieux pour Mark Williams, mais moi, vous ne m'avez pas vraiment convaincu dans le portrait que vous m'avez dressé. Je ne vois pas un joueur du top 30. Personne d'entre nous est vraiment convaincu. Non, mais c'est intéressant parce qu'il a la grosse cote. Il a fait un super match face à Gonzaga, face à Chet Holmgren, etc. Ça lui a quand même fait gagner des points. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a du potentiel, mais en même temps, est-ce qu'il y a la place et surtout, est-ce qu'un coach va adapter son système pour un joueur comme ça? Parce que c'est un joueur pour lequel il faut presque adapter son système. Sa manière de défendre les écrans, on dit quand Marc y rentre, on défend en drop du coup les gars. Hein, on s'en rappelle. Est-ce qu'il peut faire autre chose que le drop? Ce sera ma dernière question à échéance 3, 4, 5 ans. Je pense que oui. On t'entend, oui. Pardon, excusez-moi. Ouais, je pense que oui, parce qu'il peut sortir quand même
sur des petits, il le fait quand même assez bien. Il sort et après il revient donc en aide et reprend. Il peut être assez efficace sur de la trappe, un peu en agressivité tout en donnant un seul côté. Il peut faire ça quand même. Parfait. Eh bien, un chiffre à retenir, 2,94 m, c'est la taille de Mark Williams, debout, les bras levés. C'est quand même difficile. Donc, au pire, on le verra sans doute gêner les remises en jeu pour les fins de match quand le score sera serré. Merci beaucoup, messieurs, pour ce scouting report de Mark Williams. Dans le prochain épisode, on parlera de Michael Devo, le joueur de Georgia Tech. En attendant, si vous pouvez aller voir des matchs de Duke, il y a des prospects à l'appel, comme on l'a dit, Banchero, Kills, Griffin, notre ami Mark Williams, Wendell Moore, et même les joueurs qui sortent du banc seront sans doute pros quelque part dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci messieurs, merci les Boys to Men, et à bientôt sur Envergure pour de nouvelles aventures.